Et on commence par un premier visage, celui d'une femme. Elle s'appelle Narges Mohammadi. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est vrai qu'avec cette guerre et ces actes terroristes qui se sont déclarés, ce prix Nobel de la paix est passé un peu inaperçu. Mais oui, militante iranienne qui a reçu le Nobel de la paix pour son combat pour les femmes. La particularité, c'est qu'elle est en ce moment incarcérée. Elle a passé l'essentiel des 13 dernières années en prison. Et elle aurait célébré son prix donc avec ses codétenus. Elle a appris ça depuis la prison des hommes, car la prison des hommes là-bas à Téhéran est mieux informée, plus vite informée que celle des femmes. Et cette femme a sa famille qui vit ici en France, un mari, des jumeaux. Et c'est vrai que je trouve que c'est un symbole au moment où en plus on accuse l'Iran d'être derrière ce qui se passe. Vous confirmez d'ailleurs Thierry Arnaud, l'Iran peut être derrière tout ce qui se passe en ce moment? Alors oui, effectivement, tous les regards se tournent vers l'Iran. L'Iran qui continue de démentir officiellement. Et ce qui est intéressant, c'est que les Américains disent jusqu'à présent qu'ils ont plutôt tendance à croire les Iraniens, ce qui est assez inattendu. On a un dessin à la une du Monde aujourd'hui qui nous montre cette femme prix Nobel de la paix, un dessin dessiné par Mana Nayesteni. Je l'ai choisi parce que ce n'est pas un hasard. Lui aussi est iranien, c'est un dessinateur iranien que le Monde a choisi pour son édition du jour. Un mot là-dessus, Blanche Léridon? Oui, merci Laurent d'avoir choisi de mettre à l'honneur cette figure-là pendant cet intermède entre ces deux sujets. C'est important de valoriser quelqu'un qui incarne la paix, la défense des droits humains, parce que c'est vraiment ça qu'elle fait dans son pays. Et il y a un risque aussi là, important, c'est qu'on se détourne de ce qui se passe encore en Iran et de la situation des femmes dans le pays qui est catastrophique. Et il faut surtout pas qu'on s'en éloigne. Et c'est important de rappeler ces éléments-là. Et important aussi de continuer à communiquer autour de ces éléments. Élie Chouraki. Et de la même façon, il y a une grande différence entre les Iraniens et les ayatollahs et une grande différence entre certains Palestiniens et le Hamas. Et c'est très important de comprendre, parce que comprendre ça, c'est comprendre toute la situation au Proche-Orient. Il y a des groupes terroristes qui tiennent en otage des populations. Et dans les groupes terroristes, je mets les ayatollahs et les gardiens de la révolution qui sont aussi déclarés comme groupes terroristes. Et elle représente la population iranienne. Exactement. Bien sûr. Il faut savoir que quand les Palestiniens de Gaza, les Gazaouites, manifestent pour leur liberté, ils sont cruellement détruits, démolis, réprimandés, massacrés. Ils n'ont plus voix à la parole. Ils sont otages, eux aussi, du Hamas. Et ça, il faut bien comprendre, comme on l'a vu avec ces femmes qui essaient qui se battent pour leur liberté et qui sont, elles, otages des ayatollahs. Julie, vous vouliez ajouter? Je me permets juste de rebondir sur la dernière information donnée par Thierry Arnaud parce que ça m'a surprise. Washington croit l'Iran quand l'Iran dit qu'elle n'est absolument pas derrière l'attaque du Hamas. Pourtant, l'Iran, on le sait, fournit des roquettes par milliers au Hamas. Mais sur ce coup, sur cette attaque précisément, vous dites que les États-Unis croient l'Iran? Vous avez raison, c'est une information étonnante, d'autant que, effectivement, les informations qu'on avait recueillies ces derniers jours, y compris aux États-Unis, y compris de la part de nos confrères américains, je pense au Wall Street Journal en particulier, expliquaient qu'en fait, cette opération avait été co-organisée avec le Hezbollah, et on n'imagine pas que le Hezbollah mène ce type d'opération. Également, d'ailleurs aussi, parmi les gardiens de la révolution, donc que l'Iran aurait joué un rôle actif. Mais c'est peut-être une façon, en quelque sorte, de préserver l'avenir. Et aussi, il ne faut pas forcément prendre au premier degré ces affirmations. C'est logique que l'Iran démente être impliqué. Ce qui est intéressant dans la réaction des États-Unis, c'est que soit elle est totalement sincère, il faut la prendre au premier degré, et les Américains croient les Iraniens, ou bien ils disent ça parce que au fond, ils cherchent un peu à calmer le jeu, ou en tout cas à faire en sorte qu'on n'enclenche pas une spirale. Il n'y ait pas d'extension du conflit. La situation ne s'enflamme pas encore. Exactement, qui ferait rentrer l'Iran dans le conflit et les États-Unis pourraient plier à l'Iran. Deuxième visage du trombinoscope, après Narges Mohammadi, prix Nobel du courage. Et on ne l'attendait pas là, Kylian Mbappé. Alors vous allez dire, qu'est-ce qu'il vient faire dans ce conflit, dans ces événements dramatiques que nous sommes en train de vivre? Tout simplement, il y a en ce moment sur les réseaux sociaux, et je suis sûr que ça va parler à Élie Chouraki, beaucoup de voix qui s'élèvent, qui disent mais que font les vedettes? Que font ces personnalités qui d'habitude s'expriment? Et c'est vrai que Kylian Mbappé en est un peu le symbole. Je voudrais lire le tweet de Stéphane Le Rudulier, qui est député LR, je crois. Aujourd'hui, il a publié « Face à la pire attaque terroriste de l'Occident, je suis
triste de l'absence des réactions de célébrités comme Omar Sy ou Kylian Mbappé, toujours prompts à défendre la banlieue ou les Ouïghours. Les 40 bébés décapités par le Hamas ne sont pas des petits anges comme le jeune Naël, point d'interrogation. Quelle est votre réaction là-dessus, Pablo? Alors moi, vous savez, genre ce qui se passe dans la tête des célébrités, ce pourquoi en fait ils se mobilisent pour certaines causes et pas pour d'autres, j'ai toujours eu un peu de mal à comprendre. On va dire qu'en plus, ce serait compliqué pour Kylian Mbappé, vu qu'il appartient à un club qui lui-même appartient au Qatar. J'imagine qu'on n'est pas prêt d'avoir une réaction. On imagine toujours en fait que derrière il y a des histoires de gros sous premièrement et de communication et que tout ça est hyper savamment piloté. Là, peut-être aussi qu'il faut leur laisser le temps, hein, parce qu'il y a quand même la sidération de ce qui s'est passé. Je veux dire, on est encore en train d'essayer d'accepter les images. 4 jours pour poster un tweet, c'est vrai que c'est... Raphaël Grabier, Raphaël, vous voulez répondre à Pablo? Les tweets, oui, en général, quand on voit c'est vrai que publier une story ou sur Instagram, ça va quand même assez vite. Alors je crois qu'il y a le footballeur Nabil Fekir, champion du monde, qui a publié une story Instagram, mais pour soutenir le peuple palestinien, pas pour parler des victimes israéliennes. Mais c'est vrai que sur les plateformes, on n'a rien vu. C'est vrai que c'est le grand vide. Après, est-ce qu'il y a eu des consignes passées, mais ça c'est spécifique au PSG, sur le Qatar, est-ce qu'il y a eu des consignes passées aux joueurs? À mon avis, s'il y en a eu, on le saura assez rapidement. Élie Chouraki, là-dessus. Moi, je suis fasciné. Je suis ahuri. Vous savez, il y a cette phrase qui ne dit mot consent. J'espère que ce n'est pas ça, parce que si c'est ça, c'est dramatique. C'est-à-dire que les exemples que suit notre jeunesse, surtout une jeunesse qui aime le foot, c'est-à-dire aussi une jeunesse de banlieue, une jeunesse qui ont les mêmes origines que Kylian Mbappé et que Omar Sy et que beaucoup d'autres, et que Kad, etc., Kad El Maleh, tous ces gens-là sont influencés par ces jeunes gens qui sont leurs héros, et je trouve dramatique que ces types ne bougent pas. L'animateur Arthur, notre confrère, lui aussi s'est exprimé sur ce sujet. Il a publié un texte où il dit « À mes amis artistes, comédiens, chanteurs, humoristes, sportifs, regardez bien ces visages ». Il a publié la photo d'une famille israélienne. Regardez cette famille entière massacrée par ces terroristes barbares. Ils sont 700 autres à avoir perdu la vie. Depuis, on sait qu'il y en a même plus de 1200 parce que juifs, et 2000 autres gravement blessés. Ne restez pas silencieux. Arrêtez d'avoir peur, il est temps de montrer votre humanité et votre soutien. Votre silence les tue une seconde fois. C'était le texte d'Arthur. C'est parfait ce qu'a dit Arthur, parce que c'est vrai que moi qui vis en Israël une grande partie du temps, entre la France et Israël, je vois la douleur des familles, je vois la douleur de mes amis qui ont des gosses qui partent à l'armée. Quand je dis des gosses, c'est des gosses qui ont 18 ans, 20 ans. Je vois l'incompréhension qu'ils ont de cette absence de réaction, parce que pour eux aussi, en tout cas les Français, les Franco-Israéliens qui vivent en Israël, Kylian Mbappé, Omar Sy sont aussi des héros pour eux. Donc c'est vrai que c'est tragique pour eux de ne pas avoir ce soutien-là. Il y a quand même eu quelques personnalités, et d'ailleurs ce sera, j'imagine, publié dans l'hebdomadaire Le Point demain, c'est sorti hier, une liste de personnalités qui ont signé un appel, libérer les otages, à propos évidemment, ces otages retenus par le Hamas. Je ne vais pas tous les citer, mais ça va d'Alain Chamfort à Yvan Attal, en passant par Carla Bruni, Charlotte Gainsbourg, Johan Sarr-Miosek, Olivier Rollin. Voilà, il y a quand même quelques personnalités qui sont manifestées. Oui, c'est ceux en fait qui ne s'adressent pas directement aux populations dont on parle. Ouais. C'est aux populations arabo-musulmanes ou héritiers descendants de ces populations, et qui sont français bien sûr. Donc c'est vrai que c'est encore plus inquiétant, parce que on se demande pourquoi ils ne réagissent pas, parce que c'est eux qui ont le plus de responsabilités. C'est eux qui devraient dire à ces gosses, aux gosses qui les aiment, d'origine maghrébine, qui devraient dire... Ne confondez pas tout. Vous disiez Carla Bruni qui a participé à cette marche. Il y avait 16 000 personnes dans le 16e. J'y étais, oui. Vous y étiez. Oui. Raphaël Enthoven y était également. Et oui. Il s'est dit très étonné qu'il n'y ait pas plus de monde. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu aussi? Oui, moi je pensais qu'il y aurait 70 millions de personnes. Je pensais que toute la France serait dans la rue. Je pensais que tous les Français, quelle que soit leur origine, juifs, musulmane, leur religion chrétienne, je pensais que tous, on serait là dans une communion pour dire non, ça c'est pas possible, il faut arrêter ça. Un dernier mot avant le dernier visage, Louis Morin. La réalité, c'est qu'il y a aussi une partie de clientélisme, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a des sportifs, des chanteurs, des artistes qui ont un public qu'ils ont peur de décevoir.
Voilà. Et c'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité. Ils ont peur de se séparer d'une partie de leur public si aujourd'hui ils rendent hommage aux victimes d'Israël. Et c'est là où ça pose une véritable question. Et il faut la pointer du doigt parce que c'est une question relative au séparatisme, tout simplement. C'est pas forcément par clientélisme. J'ai vu sur Instagram des gens qui sont suivis, pas forcément des grosses stars, mais qui sont suivis par 20 000, 30 000 personnes, qui ont publié des hommages aux victimes israéliennes et qui ont ensuite publié des captures d'écran, des messages qu'ils avaient reçus. Alors c'est ça, voilà. Le souci. Et des messages d'insultes. Vous avez raison. J'ai vu aujourd'hui quelqu'un qui disait, mais pourquoi avant les vedettes se mouillaient plus qu'aujourd'hui, les stars même se mouillaient plus qu'aujourd'hui, et quelqu'un a répondu, oui, mais avant il n'y avait pas les réseaux sociaux, et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on s'exprime, en retour, il y a parfois des représailles. Oui, dire oui, et alors c'est ça. Et alors, moi aussi, je me fais condamner à mort. Que ça, voilà, je dis bon, voilà, je parle parce que c'est important que nous parlions. Si à chaque fois qu'un type dit que je suis un salaud sur les réseaux sociaux, je m'arrête de parler, je n'ai plus de voix et je ne peux pas défendre le principe. Non, mais pardon, mais quand Omar Sy dénonce le racisme dont certains sont victimes, il reçoit aussi des insultes racistes en retour. Et il les dénonce, ces insultes racistes qu'il reçoit. Et ça marche très bien. Et là, on pourrait imaginer tout à fait la même chose. Donc, c'est pas du tout une excuse recevable. Dernier visage, ça aussi, ça peut paraître étonnant, ce choix, celui de Sandrine Rousseau, Julien. Et oui, parce que la polémique autour de la réaction de la France Insoumise, qui ne condamne pas, qui n'a pas condamné, en tout cas initialement et explicitement, continue de provoquer des remous. Sandrine Rousseau, députée écologie, propose de mettre en pause temporairement le travail parlementaire commun de la NUPES jusqu'à ce qu'il y ait une discussion entre les chefs de parti de la NUPES. Et elle a retweeté, Laurent, son indignation aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on se moque souvent de Sandrine Rousseau. C'est même, on peut dire, une sorte de tête de turc. Et parfois elle le mérite bien. Il faut bien le dire. Je suis le premier à souligner, à montrer. Oui, elle tweete un peu trop intempestivement, on va dire, monsieur Pablo Piovivia. Et là, il faut reconnaître, voilà, quand les gens font et ont des textes qui sont judicieux, qui sont bons, pour une fois, mettons à l'honneur Madame Rousseau, qui effectivement a tweeté aujourd'hui, au moins ça c'est clair, les découvertes des corps des bébés, d'enfants et de femmes sont insoutenables et ajoutent à l'horreur du terrorisme toutes mes pensées et ma solidarité au peuple israélien. Ça, c'est clair. Oui, absolument. On a beaucoup parlé dans la première partie de cette émission des ambiguïtés mortifères de la France insoumise. Il faut faire attention à ne pas faire LFI égale NUPES, égale toute la gauche. On a le tweet que vous venez de mentionner. Il y a Jérôme Gage, qui était pourtant un des plus farouches défenseurs de la NUPES à sa création, qui s'en est aussi désolidarisé parmi les premiers. Ils sont nombreux parmi les communistes, parmi les écologistes, évidemment parmi le Parti socialiste, qui a toujours été un parti défenseur d'Israël, et qui a toujours travaillé avec le Parti travailliste, d'ailleurs, dans son histoire depuis les années 70. Donc là aussi, pas d'amalgame et reconnaissons la sagesse d'un certain nombre de prises de position récentes.